Qui n'a jamais rêvé d'aventure ici? Je veux dire, de devenir un vrai héros, entouré de compagnons d'armes, parcourant des paysages fabuleux, ensoleillés ou parfois sous des ténèbres écrasantes, combattant monstres et entités divines sous ambiance apocalyptique. Qui n'a jamais voulu aller plus loin que la simple route habituelle imposée aux joueurs, vous faisant aller d'un point A à un point B? Ou encore, qui n'a jamais voulu avoir le choix de faire ce qui lui plaît, où il veut et quand il veut, parler, négocier, persuader, trahir, mentir, ou même créer des relations amicales voire amoureuses avec les personnages que vous allez rencontrer. Et bien tout ça est maintenant possible, non pas dans un énième jeu AAA, mais bien grâce à une petite équipe de passionnés qui ont vraiment compris et cerné ce que le joueur attendait. Oui, je parle bien sûr de Baldur's Gate 3, la pépite de 2023 sortie de nulle part, mettant à son arrivée un gros coup de pied dans la fourmilière qu'est le monde du jeu vidéo. Larian, humble studio belge, aura réussi à donner une bonne leçon à ses camarades mastodontes dans le milieu. Il aura fallu attendre 23 ans pour que les fans de la première heure puissent enfin voir une suite à leur licence préférée. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que l'attente n'aura pas été vaine. Et c'est parce que ce studio a mis du cœur à l'ouvrage que j'ai eu l'envie à mon tour de vous raconter l'incroyable histoire de ces jeux et de ces joueurs à travers le monde entier. Mais avant ça, petit récap de ce qu'est Baldur's Gate 3. Pour faire au plus simple, histoire de ne perdre personne, Baldur's Gate 3 est un RPG tactical tour par tour où vous allez incarner un héros créé par vos soins et où vous pourrez le personnaliser à votre guise. Race, classe, compétences, facultés, même vos croyances pour certains dieux du lore pourront être choisis et tout ça aura une importance. Non seulement dans l'histoire, mais aussi dans les choix de vos personnages. Très vite, vous allez être lancé dans un monde fantastique issu de l'univers de Donjons et Dragons, capturé par des espèces d'énormes poulpes de l'espace et mis en captivité. Vous allez devoir vous frayer un chemin dans le chaos avec quelques rescapés afin de savoir d'où vient tout ce bordel. Et tout ça avant que votre état n'empire. Baldur's Gate 3 vous plongera donc dans une centaine d'heures d'immersion au milieu de paysages époustouflants où vous allez suivre une quête épique jonchée de choix qui vous appartiendront. Et c'est vraiment ça l'énorme point fort du jeu, que ce soit en combat, lors du scénario avec des choix importants ou même pour créer des relations, vraiment vous êtes libre de tout faire. Et ce n'est pas comme les autres jeux à choix multiples qui n'ont aucune conséquence sur quoi que ce soit. Non, là, chacune de vos phrases, chacune de vos actions auront des conséquences sur l'instant T ou même dans la suite du jeu. Certains personnages que vous allez sauver, tuer ou à qui vous allez dire certaines choses impacteront directement la suite du scénario et des possibilités qu'il vous est offert. Vous pouvez très facilement passer à côté d'énormément de contenu lors de votre première partie, des personnages, des quêtes, des objets, ce qui honnêtement entre nous donne une raison supplémentaire de relancer une partie, une fois la première finie. Mais avant de vous raconter mon épopée sur ce qui est pour moi l'un des meilleurs jeux vidéo que j'ai fait de ma vie, laissez-moi d'abord vous parler d'histoires et d'anecdotes d'autres personnes qui méritent d'être racontées. Le studio Larian et la longueur de sortie. Dévoilé en 2019 lors du Stadia Connect de l'E3, le nouveau bébé de Larian Studio est lancé. Il ne le savait pas encore, mais il venait de promouvoir au monde entier un missile qui allait exploser toute concurrence. Accompagné d'un trailer bien mystérieux sauce epicness, de nombreux fans de la licence qui n'espéraient plus rien ont retrouvé goût à la vie. Et oui, car aucun opus n'était sorti depuis le 24 septembre de l'an 2000. 20 ans ont dû être attendus avant d'avoir la main sur l'accès anticipé, et 3 de plus afin d'avoir le bijou final. 3 août 2023. Baldur's Gate 3 arrive définitivement sur nos écrans. Mais alors pourquoi autant de temps et surtout d'où vient-il? Pourquoi fait-il autant de bruit? Eh bien c'est très simple. Pour la première question, tout ça résulte d'un amour inconditionnel pour leur nouveau jeu. Il aura certes fallu 6 ans de développement pour avoir le produit final, mais le studio a mis un point d'honneur à ce que le jeu soit totalement terminé, qu'il ne manque rien, qu'il soit le plus complet possible. Et tout ça sans surcharger les équipes qui travaillent derrière. Vous en avez peut-être entendu parler, que ce soit dans le jeu vidéo ou bien même dans le monde des animés, mais ces derniers temps, les studios sont débordés. C'est ce qu'on appelle plus communément le crunch, un concept qui est souvent lié dans l'industrie vidéoludique. Cela désigne des périodes de travail intenses qui précèdent la sortie d'un projet, et parfois, très souvent même, quand ce projet n'est pas totalement terminé. Les équipes se surmènent en dépend de leur propre santé. Et ça, Larian Studio l'a bien compris, et a voulu l'éviter à tout prix, d'où un temps très long de développement qui aurait permis non seulement un jeu complet, mais aussi des équipes en bonne santé et fières de leur travail. Ce qui a bien aidé également, c'est aussi la participation des joueurs lors de l'accès anticipé, un procédé inhabituel dans l'industrie qui a été permis par l'indépendance de Larian, qui n'avait de compte à rendre à aucun éditeur. La confiance accordée aux joueurs lors de la bêta qui aura duré 1000 jours aura été concluante. Énormément de bugs auront été corrigés, ce qui aura permis une sortie encore plus peaufinée, et ce qui montre surtout que le studio est à l'écoute. Mais maintenant, d'où sort le jeu? Eh bien là aussi c'est très simple, Larian Studio n'est pas à son coup d'essai. Avant Baldur's Gate 3, leur petit chef-d'œuvre n'était nul autre que Divinity Original Sin 1 et 2. Et donc cela a bien aidé à convaincre les ayants droit, afin de réveiller la saga
endormi depuis plus de 20 ans, quitte à le rendre méconnaissable, repensant et modernisant toute la formule. Fini la 2D et bonjour à une expérience nouvelle en 3D, avec une liberté quasi totale pour le joueur. BioWare aura donc donné le flambeau à l'Ariane afin que la suite de Baldur's soit respectée à sa juste valeur. Pari réussi, il n'y a qu'à regarder le résultat. Baldur's Gate 3. En plus, tout ça sans aucune microtransaction. Vraiment, certains studios devraient en prendre de la graine. Tout ça pour vous dire qu'enfin un studio de passionnés respecte ses joueurs. La promesse d'un jeu à plus d'une centaine d'heures de vie est tenue, et avec plus de 17 000 fins possibles, cela en fait l'un des plus grands jeux de rôle jamais créés. Vous savez maintenant pourquoi il fait autant parler de lui. Et les joueurs leur rendent bien. Pour preuve, laissez-moi vous parler de l'un d'entre eux qui s'est fait connaître pour des speedruns un peu particuliers. Le shadowboxing. Ça, c'est Mae. Et ça, c'est un record improbable qui n'aurait jamais dû arriver. Alors Mae, c'est le genre de personne qui se dit qu'un jeu d'une centaine d'heures cache forcément des failles pour être terminé bien plus vite. Et elle avait raison, certes à base de glitch et de solutions un peu mystiques, mais cela fonctionne bel et bien. Elle détient à ce jour de nombreux records du monde de speedrun de Baldur's Gate 3 et ne cesse de se surpasser jour après jour. Et l'un des piliers principaux de sa technique pour y arriver est la suivante. Incarner Gale, un mage qui de base a été créé pour être l'un de vos potentiels compagnons de route, mais que vous pouvez incarner si vous le souhaitez, en esquivant donc toute la phase de personnalisation de votre perso. Et Mae était bien décidé à utiliser cette fonctionnalité pour son speedrun. Mais alors, pourquoi? Vous le savez peut-être, mais notre bon vieux magicien a un lourd fardeau sur les épaules, ou devrais-je plutôt dire à l'intérieur de son corps. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Mae a décidé d'exploiter la bombe qu'il a en lui afin d'avoir une fin malencontreuse et précipitée. Sauf que ce serait bien trop simple, vous vous en doutez, il y a un timing pour exploser. Et dans le jeu, ce timing, c'est à la fin de l'acte 2. Mais comment c'est possible alors qu'elle a pu tout faire péter en quelques minutes? Et c'est là que l'ingéniosité et un peu la cruauté de Mae prend le dessus. Elle commence tout d'abord par des choses simples, mettre sa partie en mode équilibré afin d'avoir moins de points de vie sur ses personnages, et par la suite accélérer l'un des processus de la run. Elle met également le maximum de statistiques possibles en force pour la distance des sauts, 15 en dextérité pour l'équilibre et le combat, et 16 en intelligence pour ses 4 futures capacités essentielles à la réussite du record. Par la suite, elle utilise en boucle les sauts en évitant tout obstacle et collision qui pourrait lui faire perdre ne serait-ce que quelques secondes. Arrivé à 13 secondes de la run, le premier glitch apparaît. Un saut à travers un mur du nautiloïde qui permet tout simplement de skip l'intégralité du tutoriel. Et oui, car arriver dans cette pièce et toucher les commandes du vaisseau vous font terminer l'introduction. Évidemment, elle skip tout dialogue et toute cinématique, et jusqu'à là, rien de spécial. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, car Mae va utiliser une sombre technique intitulée Shadowboxing. Le concept est très glauque, mais terriblement efficace. Tuer Ombrecoeur, la mettre dans une boîte, et détruire cette boîte avec du feu, afin de créer un bug que le studio n'avait pas anticipé. Un bug qui skippera l'acte 1 et permettra de pouvoir passer le col de la montagne afin d'arriver directement à l'acte 2. Acte 2 qui, comme je vous le disais précédemment, permet d'avoir la possibilité de tout faire péter, et donc de finir le jeu bien plus vite. Ah, et si vous vous demandez pourquoi c'est Ombrecoeur qu'on met dans une boîte, c'est tout simplement le premier personnage que l'on rencontre dans le jeu dès qu'on s'enfuit du nautiloïde. Vous avez maintenant les grandes lignes. Alors pour ce faire, Mae va tout d'abord laisser tomber le parchemin de résurrection de Gale par terre, dans un endroit invalide pour créer un nœud qui lui permettra par la suite d'envoyer des conteneurs, sans qu'il soit bloqué par quelconque décor. Bon, c'est un peu flou mais ça a son importance. Ajoutez à ça un autre glitch qui permet aux personnages de l'équipe décédée de déclencher certaines cinématiques, mais aussi par la suite de se téléporter plus rapidement au groupe. Bref, Mae part en direction d'Ombrecoeur et comme dit avant, utilise la fameuse technique du shadowboxing. Un coup de projectile magique avec 100% de chance de toucher et le tour est joué. Ombrecoeur meurt, son loot est récupéré et son corps déposé dans une boîte au campement. Mae va y mettre le feu et là, quelque chose de mystérieux se passe. Le jeu avait prévu énormément de choses, mais pas ça. Le col de la montagne permettant d'accéder à l'acte 2 n'était plus un obstacle, ni un problème pour elle. Après un long repos, Ombrecoeur revient d'entre les morts comme si de rien ne s'était passé, et c'est maintenant la dernière ligne droite. Avec un trajet parfaitement maîtrisé qu'elle va faire à base d'énormes sauts et du sort Feuille Morte, l'un des autres sorts essentiels à la run qui lui permet entre autres de ne pas subir de dégâts de chute, ce qui pourrait être évidemment handicapant. Tout ça bien sûr en esquivant encore une fois toute collision et tout obstacle, ce qui est très important car un personnage bloqué c'est une run complètement ruinée, et là, les sauts de Mae sont absolument titanesques.
frénétique. Elle traverse la map à une vitesse affolante, de quoi terrifier les joueurs qui complètent à 100% leur jeu. Une fois le col de la montagne traversé, il ne lui reste plus qu'à continuer sa route jusqu'à atteindre un groupe de ghouls. Et rappelez-vous qu'il y avait 4 sorts essentiels pour cette run, et la brume en faisait partie, afin de skip ce groupe de monstres abusivement fort. Un peu plus loin, elle fera la rencontre d'Elminster, qui sera la dernière clé pour atteindre le trésor. Car oui, sans sa discussion, impossible pour Gale d'utiliser la bombe qu'il a en lui sur le culte de l'absolu. Cette rencontre est donc le dernier point obligatoire avant la fin. Arrivé aux terres perverties par les ombres, rebelote, un coup de shadowboxing et là le jeu pète complètement les plombs. En lançant cette fois-ci la caisse sur la falaise à côté dans un pixel invalide du jeu, celui-ci considère que Ombrecoeur déclenche la cinématique de fin de l'acte 2, mais étant morte, elle ne peut donc pas parler avec les antagonistes. Et c'est là que Gale intervient et se fait téléporter directement devant les grands méchants. Et la suite, vous la connaissez. Le speedrun du sexe. Exploiter un magicien au bord du gouffre et mettre dans une caisse la plus grande waifu que ce jeu ait créé ne vous a pas suffi? Très bien, Mae a pensé à vous. Oui, notre speedrunneuse a décidé de se lancer un défi plutôt coquin et insolite. Car vous comprenez, finir le jeu en 4 minutes 15 était pas suffisant. Il m'en fallait plus, bien plus. Et c'est pourquoi elle s'est demandé un jour combien de temps me faudrait-il pour avoir une relation sexuelle dans Baldur's Gate. Et de cette vanne est venu un véritable exploit. Et cet exploit se résume en 1 minute 58. Laissez-moi vous l'expliquer. Ici on part sur le même principe que le speedrun global du jeu, à base d'énormes sauts grâce au 17 de force et toujours avec un glitch à travers le mur afin de quitter directement le nautiloïde. Arrivé sur la terre ferme, Mae maîtrisant parfaitement le jeu va tracer comme une Formule 1 jusqu'à la terrible Lae'zel, un compagnon de route réputé pour être assez ouverte en termes de relations. Ni une ni deux, Mae va lancer une brume sur les 2 tieflins qui surveillent les grilles de service et elle va la libérer en tirant dans la cage. Tout dialogue et cinématique sont inutiles et donc évidemment skippés. Et pas le temps de découvrir notre nouvelle camarade qu'on est déjà en route vers l'enclave d'Emeraude. Car c'est là-bas qu'un PNJ essentiel pour la suite nous intéresse. Et ce PNJ n'est nul autre que Zoru. Et là, ça va très vite. En fait, c'est pas si compliqué. À partir du moment où vous êtes en accord avec Lae'zel, ce qui veut dire entre autres être raciste avec les tieflins, elle va d'un coup vous monter en estime. Et j'oserais dire, vous montez tout court, car un long repos plus tard... Gith train relentlessly. We know our bodies inside and out. Bien joué, vous êtes sa chose. Le coup qui valait 15 000 pièces. Bon, malheureusement pour les fans hardcore de speedrun, c'en est pas une cette fois-ci. J'aurais pu vous raconter l'histoire du world record en mode hardcore du jeu, ou encore du speedrun Any% avec un ours, mais je pense que vous avez eu votre dose de bizarrerie aujourd'hui. Non, là cette fois-ci, je voulais vous raconter l'ingéniosité hors norme d'un joueur de Baldur's Gate 3, qui aura réussi à terrasser un dieu par le simple pouvoir de l'argent. Tout se passe vers la moitié du jeu, au moment où notre héros du jour, j'ai nommé Golden Tane, a eu une idée extraordinaire. Battre le boss final de l'acte 2 en un seul coup, et tout ça sans aucune triche. Mais alors comment? Car le boug il a quand même plusieurs phases, énormément de points de vie, et fait terriblement mal à ce moment-là du jeu. Et bien comme dit plus tôt, avec beaucoup d'ingéniosité. Golden Tane a pris ce que le jeu lui offrait et l'a exploité à 100%. Un peu plus tôt dans l'acte, il fera la rencontre d'un gardien pas comme les autres, ce mort-vivant du nom de Geringoth Torm, l'un des piliers fondamentaux du pays, gardant les routes et bloquant tout être voulant passer à haute lune. Sauf que Golden Tane, lui, avait une autre idée en tête. Non seulement de passer car sa quête l'emmenait tout droit à haute lune, mais aussi de terrasser ce boss afin d'en récupérer son trésor, qui sera l'élément clé pour la réussite de son exploit. Car oui, Geringoth, une fois battu, lui laissera son arme de prédilection, une arme du nom de coup de chance. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle inflige des dégâts additionnels équivalents au nombre de pièces d'or possédées par la cible. Et oui, vous l'avez compris, la technique repose bien là-dessus. Infiltrer haute lune, arriver dans les quartiers de Ketheric Thorn tout en étant invisible, lui glisser discrètement dans sa poche plus de 15 000 pièces, et lors du combat contre l'apôtre de Myrkul, de lui mettre qu'un seul et unique coup. L'entité étant la réincarnation de Ketheric Thorn, il garde donc son inventaire, et avec lui les 15 000 pièces qui lui seront fatales.
une bien belle morale si vous voulez mon avis. D'ailleurs, en parlant d'avis, je pense qu'il est temps de vous donner le mien sur le jeu. Bon, pour cette partie, je vais être en facecam, histoire de vous donner mon avis un petit peu plus en freestyle, sans avoir rien écrit. Alors ça va être un peu compliqué, parce que Baldur's Gate 3, c'est quand même un jeu assez complet, assez énorme, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais essayer d'être le plus complet possible également sur mon avis. Alors du coup, Baldur's Gate 3, évidemment mon coup de cœur de l'année 2023, mais même dans la globalité, mon coup de cœur tout court dans tous les jeux que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, parce que il m'a apporté beaucoup trop d'émotions en fait. Voilà, déjà, le premier point, c'est les émotions. Les émotions par l'histoire, les émotions par les personnages, les émotions par tant de choses. Comment vous dire que le jeu m'a bouleversé? En fait, on s'attache tellement aux personnages que quand ça se finit, c'est comme une série, c'est comme un film, bon plus une série quand même, où t'as l'impression d'avoir vécu avec eux, t'as l'impression que c'est tes amis. Bon, à part pour les fous furieux qui les ont massacré dans leur run évidemment, mais en tout cas pour ma part, j'avais l'impression de perdre des vrais amis et ça m'a fait mal et c'est pour ça que j'ai relancé directement une autre partie, parce qu'en fait, les personnages sont beaucoup trop bien développés, beaucoup trop bien écrits et ils sont attachants. Chacun a sa personnalité, chacun va avoir ses réactions face à diverses situations. Ils vont être en accord, ils vont être en désaccord, ils vont l'exprimer, ils vont venir vous voir, ils vont faire « Oh ça j'ai pas aimé, oh ça j'ai kiffé ». Avec vos personnages, vous pourrez même avoir des relations amicaux, amoureuses, voire plus hein, pour pas trop me foutre dans la merde avec YouTube, mais vous pouvez coucher avec vos personnages. C'est même pas une vanne. Et il y aura possiblement du drama amoureux. Vous avez un jeu dans un jeu en fait. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que là vous pouvez sortir avec un perso et d'autres personnages peuvent tomber amoureux de vous en même temps. Et en fait, si vous développez plusieurs relations en même temps, va y avoir problème, va y avoir drama. Et ça, je trouve ça trop bien, parce que c'est des trucs qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas essentiels dans le jeu, mais qui rajoutent du vivant dans le jeu. Ça, t'as l'impression que le jeu vit, en fait. Et c'est plein de petits détails comme ça, mis bout à bout, au bout d'une centaine d'heures de jeu, qui fait que c'est trop bien retranscrit. C'est l'un des plus gros points forts de Baldur's Gate 3. À côté de ça, l'histoire, elle est vraiment cool. Je dirais pas que c'est la plus grande histoire que j'ai vue de ma vie, mais ça tient la route, ça te fait poser des questions, t'as des doutes, tu te demandes si t'es dans le bon camp, tu te demandes si tu fais bien de faire ça. Pour moi, elle est vraiment intéressante parce que tu commences à comprendre où ça va dans l'acte 2, mais en fait, quand tu refais la partie dans l'acte 1, tu vois qu'il y a plein de petits détails qui t'emmenaient déjà sur l'histoire globale. Et je trouve ça intéressant parce que c'est des trucs que j'avais pas capté la première fois et sur ma deuxième partie que j'ai capté. Donc voilà, ça c'est les deux points forts du jeu évidemment, son histoire qui est immersive, intéressante et assez cool, et les personnages qui sont juste incroyables. À côté de ça, l'énorme point fort du jeu, si ce n'est son plus gros point fort, c'est les choix et les conséquences. Comme je disais tout à l'heure, chacun de vos choix, chacune de vos actions auront des conséquences. La moindre phrase que vous allez dire, le moindre coup que vous allez mettre à quelqu'un va avoir des conséquences sur le court terme et sur le long terme. Et ça peut être des trucs tout cons comme des quêtes qui vous sont refusées, des PNJ qui ne vous sont plus amicaux, comme ça peut complètement être un bouleversement dans la trame de l'histoire. Ça peut être une fin différente, ça peut être tout un pan de l'histoire que vous n'avez pas ou qu'au contraire vous avez, et je trouve ça fabuleux. Ça change de plein de jeux au choix où ça te fait croire que t'as des choix, t'as plein de choix différents, mais au final la conclusion revient à la même. C'est un seul arbre qui revient à la même racine, et je trouve ça trop nul en fait. Ces jeux-là sont forts sur d'autres points, mais Baldur's Gate est fort sur tous les points. Vraiment, l'environnement va évoluer en même temps que vous, en même temps que vos choix, et c'est trop bien fait. La durée de vie du jeu, c'est pas 100 heures. 100 heures, c'est pour une partie, avec un choix, un mindset. Pour vous dire, petite anecdote, quand j'ai fait ma deuxième partie, je me suis rendu compte dans l'acte 1 que j'avais oublié plein de choses. J'avais pas vu que dans le bosquet du druide, il y avait tous les druides en bas. Moi, j'avais vu que les tieflins en haut. J'avais skip énormément de trucs par rapport à la quête des druides. J'avais esquivé toute la partie avec l'Aezel, avec les persos de sa race qui sont tout en haut à gauche de l'acte 1, le monastère. Tout ça, je l'avais esquivé parce que l'Aezel, en fait, je l'avais pas sauvé pour la vanne. En fait, à un moment, quand elle est dans sa cage, elle dit « Ouais, libère-moi » et tout. Et du coup, il y avait un choix, c'était « Bah, dis-moi s'il te plaît, je te libère ». Et elle l'a super mal pris et elle a préféré ne pas se faire libérer, et ensuite elle est morte plus loin, et du coup j'ai jamais pu faire la suite de cette quête. Et quand j'ai fait ma deuxième partie, j'ai découvert tout ça, et du coup j'avais l'impression de découvrir un nouveau jeu, parce que c'est pas 10-15 minutes dans un endroit, non, ça m'a pris 5, 6, 7, 8 heures. 8 heures, ça représente des chapitres entiers dans certains autres jeux. Et ça, je trouve ça fou, c'est que vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas tout voir dans votre première partie, ce qui augmente la durée de vie de fou furieux. Donc voilà, mais maintenant, j'aimerais parler un peu des détails. En fait, même dans le gameplay, vous avez des détails super intéressants, que ce soit dans le gameplay justement, où vous pouvez, je sais pas, brûler des ennemis grâce à certains procédés, mettre des caisses pour monter et être plus fort en hauteur avec les arcs. Vous avez une multitude de possibilités qui est complètement ouf. Vous avez vraiment le choix
sur comment combattre, qui combattre, où combattre. Vous pouvez prendre les ennemis en embuscade, vous pouvez les pousser pendant un dialogue, vous pouvez esquiver les combats, hein, si vous gérez bien vos discussions, vous pouvez persuader, vous pouvez détourner l'attention, vous pouvez faire tellement de choses, c'est un truc de fou. Évidemment, comment ne pas parler de Baldur's Gate sans parler de ses graphismes qui sont vraiment incroyables pour un tactical RPG, hein, parce que d'habitude, c'est vu de dessus, c'est pas super peaufiné, et tu te dis, bon, ça se voit qu'ils ont pas maxé le truc sur les graphismes, et bah là, pour le coup, il y a des cinématiques qui sont magnifiques, il y a des décors qui sont magnifiques, et je trouve ça trop bien. Les musiques, évidemment, les musiques qui sont absolument incroyables, et qui t'immergent vraiment dans le jeu, en fait. C'est vraiment ce qui permet de peaufiner le jeu, et qui te permet de te sentir bien dans le jeu, tu vois. Bref, tout ça pour dire que, voilà, le jeu est incroyable, mais il a un énorme point faible, je pense, c'est qu'il est super difficile et déroutant quand tu commences. Parce que oui, avoir énormément de choix, énormément de possibilités, énormément de choses pour le joueur, c'est cool, mais quand t'as pas l'habitude, c'est déroutant et c'est dur. Le début, j'ai trouvé ça dur parce qu'en fait, t'es un peu perdu. Pour prendre en main, c'est compliqué. Je sais qu'il m'a fallu pas mal d'heures pour prendre en main et vraiment me dire, ah ok, c'est donc ça qu'il faut que je vise, c'est donc ça qu'il faut que je fasse, que ce soit sur les caractéristiques qui sont hyper importantes. Et ça, tu peux les baiser dès le début de jeu, en fait. Si ta première partie, tu mets tes stats un peu n'importe comment, tu peux te niquer toute ta run. Ça, je trouve que c'est le plus gros défaut, c'est que le début est vachement dur. Voilà, je vais pas rentrer plus en profondeur parce que je veux vraiment que cette vidéo soit pas trop indigeste. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire mon avis en facecam dans un décor un peu différent, fini le fond vert, avec un peu de storytelling. J'espère que ça vous plaira. Bref, c'était mon avis sur Baldur's Gate 3. Vous l'aurez compris, Baldur's Gate 3 est un énorme coup de cœur. Un jeu que je n'oublierai sûrement jamais, qui m'aura absorbé et fait rêver des centaines d'heures. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas autant apprécié un univers, et c'est pourquoi je voulais absolument vous en parler, dans un format un peu plus différent de d'habitude, liant mon histoire, mais aussi leurs histoires. Et qui sait, peut-être que la prochaine sera la vôtre.